Salut à toutes et à tous, me voici en conférence surprise chez mon ami Paul. Voilà, bon ben voilà. Il m'a invité, il m'a dit Guillaume, est-ce que tu veux venir manger un bout avec moi, passer un petit moment sympa. Du coup il me dit viens en fin d'après-midi, je me retrouve avec ses apprenants sur le base formateur base PNL. Et il me dit est-ce que tu veux pas nous faire une petite intervention. Alors je vais faire une petite intervention, je vais vous en faire profiter. En tout cas merci aux personnes qui sont là. Je vais commencer par parler du sujet dont tu as parlé tout à l'heure, c'était la prophétie des Andes. Avant de revenir sur le sujet dont je vous ai parlé, qui est de parler de ce que je vais appeler la véritable confiance en soi. En fait, il n'y a pas une véritable, mais il y a plusieurs façons d'aborder la confiance en soi. Et il y a une face, et l'estime de soi aussi. Et il y a une façon qu'on entend beaucoup dans le domaine du développement personnel, du coaching, on va dire qui est très pratico-pratique, psychologique. Et puis il y a une vision un petit peu plus spirituelle des choses. Qui amène à une autre compréhension de ce phénomène-là. Donc je vais vous en parler. Mais avant, vous m'avez demandé de parler de la prophétie. Alors comme la prophétie des Andes, c'est un sujet qui me demande quand même d'avoir un petit peu de support et de me remettre dedans, et que là c'est un peu à chaud, je vais essayer de vous dire rapidement en quoi ça consiste, mais vous pouvez retrouver la vidéo donc sur YouTube, sur la chaîne YouTube Guillaume Andreu TV. Et donc, la prophétie des Andes, donc c'est on va dire un psychologue, chercheur américain qui a découvert un certain nombre de principes de développement personnel et spirituel, mais notamment psychospirituel, et qui les a transmis au travers de son ouvrage qui est un roman initiatique. Donc si vous connaissez par exemple Paulo Coelho et l'alchimiste, c'est quelqu'un qui transmet des informations par le biais d'un roman. Donc pour la prophétie des Andes, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui a voulu transmettre un certain nombre de moyens de s'initier à une autre façon de voir la vie et de voir le monde, et notamment à quelque chose qui soit plus en lien avec la spiritualité et avec la notion d'énergie, d'échange énergétique, et qui sorte un peu l'esprit des gens on va dire, de la vision conventionnelle du monde. Enfin, de la vision qui nous a été un peu inculquée, c'est-à-dire à la fois très concrète, pragmatique, matérialiste. Donc à la fois on a une vie matérielle, et nous sommes donc des êtres humains dans cette vie matérielle, et à la fois il y a d'autres façons de voir le monde, par exemple au travers des religions, de certaines approches philosophiques, qui nous disent bah oui mais on est aussi spirituel. Et comment on combine ces deux choses, à la fois la notion d'être un être spirituel, ou d'être aussi un être matériel, et les deux ensemble. Et en fait, l'idée, c'est que ce que la prophétie des Andes va nous montrer, c'est que nous sommes constitués d'énergie, donc ce que la physique quantique, finalement, a mis à jour. Nous sommes, à la base, fondamentalement fondés sur de l'énergie, de la vibration, de l'information, et d'une certaine façon, notre matérialité n'est que très subjective, ou en tout cas n'est pas forcément palpable, à certains niveaux d'observation de la matière. Et donc ce qui veut dire que nous sommes conscients, et qu'à partir du moment où nous sommes une conscience de l'information, de l'énergie, de la vibration, ça peut nous aider à changer notre façon de nous conduire dans le monde, dans la vie, de faire face aux différentes choses de votre vie. Par exemple, si vous avez des problématiques de confiance en vous, comment on pourrait dire, d'évolution personnelle, parce que souvent ce qui se passe, c'est que dans notre évolution personnelle, dans notre vie, on se retrouve confronté à des difficultés, et on peut avoir la croyance que ces difficultés sont difficilement surmontables. C'est-à-dire qu'on ne va pas être capable de faire grand-chose pour que ça change. Est-ce que je peux changer la nature de ma vie actuelle sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan relationnel? Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent bloquées parce que leur vision très cartésienne des choses les empêche de croire que c'est possible. Donc déjà, ce que fait la prophétie des Andes, c'est d'amener un premier niveau de compréhension qui dit, vous pouvez vous rendre compte dans votre vie que parfois il y a des situations dans lesquelles vous vous retrouvez qui sont comme de drôles de coïncidences. Ce qu'on appelle les synchronicités. Vous avez déjà entendu parler des synchronicités? Oui. C'est Carl Gustav Jung qui avait introduit ce sujet-là. Et pour tout vous dire, finalement, la prophétie des Andes est un moyen de mettre en lumière ce que Carl Gustav Jung a mis en lumière lui-même dans son œuvre, le fait que notre psychologie ne s'arrête pas à des choses biographiques
là de ma vie et de souffrances et de traumatismes que j'ai pu avoir et qui m'ont constitué et qui m'ont construit, mais c'est aussi en lien avec une intelligence collective, c'est aussi en lien avec des liens énergétiques que l'on peut avoir avec les personnes, et qu'on a tout un cheminement à faire de réalisation personnelle et de chemin d'individuation, de réalisation de soi. Mais pour se réaliser, pour réaliser le soi, justement, il y a besoin de mieux comprendre comment on fonctionne et comment fonctionne la vie. Et en fait, la prophétie des Andes vous amène à comprendre d'autres façons de présenter les choses. C'était dans les années 90. Hein. Donc depuis, vous avez déjà beaucoup d'informations, depuis, il y a eu beaucoup de choses qui se sont transmises sur ces sujets. À l'époque où la prophétie des Andes a été faite, c'était des choses qui étaient ésotériques, on va dire ça comme ça. C'était considéré comme ésotérique, voire occulte. Ésotérique, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Exotérique, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Donc en fait, c'était des sciences, c'est la science de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on dit occulte, c'est que c'est caché. Ce qui est à l'intérieur de nous, c'est caché. Ça ne se voit pas. On est plus connecté au monde extérieur et on se fait un avis sur la vie, sur le monde extérieur, en fonction de ce qu'on capte avec nos sens. Et ça, vous le voyez en PNL, ce sont vos 5 sens et votre relation avec vos 5 sens à l'environnement qui font que vous vous créez une vision du monde, une notion de la réalité, une version de la réalité que vous construisez dans votre esprit. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la possibilité de changer ça à l'intérieur de nous, déjà pour commencer, pour que ça puisse ensuite devenir une réalité à l'extérieur de nous. L'idée, c'est pas forcément de changer le monde extérieur, c'est d'abord de changer son propre monde intérieur, parce que c'est en changeant son propre monde intérieur que ça va avoir un impact sur le monde extérieur. Et que ça peut dépasser, ça peut se faire par des moyens qui peuvent paraître un peu magiques, quand je dis un peu magique, c'est que par le truchement de l'intelligence de la vie. Les synchronicités, c'est pas... Si vous allez voir un zététicien, et vous lui parlez de synchronicité, il va dire qu'est-ce que c'est que ce délire? Le zététicien, vous connaissez les zététiciens? C'est des gens qui sont dans l'art du doute, qui remettent tout en doute. Mais quand je dis tout en doute, c'est tout ce qui n'est pas scientifique, validé, cartésien, prouvé. Tout ça, pour eux, ça n'existe pas. Donc il faut tout ramener à de la science et à du concret. Sauf que la vie est beaucoup plus subtile que ça. Et qu'au-delà de nos sens physiques, il y a des réalités subtiles, énergétiques, vibratoires, informationnelles. Il y a tout un tas de réalités qu'on n'aborde pas, et parfois on n'a pas l'état d'esprit qui est assez ouvert à ça. Donc la prophétie des Andes ouvre à ça d'une façon très sympathique, parce que c'est au travers de l'histoire d'une personne qui ne croit pas en grand chose et qui à la fin découvre une évolution, un développement spirituel assez intéressant. J'en ai reparlé de cette prophétie des Andes parce que c'est le premier livre qui m'a permis de m'intéresser au développement humain, enfin en tout cas de rentrer dedans et d'avoir envie d'aller plus loin. Et je trouve que là, en 2020-2021, en fait, elle est vraiment, vraiment d'actualité. Les différentes révélations qui sont faites au travers de la prophétie sont vraiment d'actualité. Donc je vous invite évidemment à vous intéresser à ce livre ou à aller voir la vidéo ou les vidéos que j'ai faites parce que je crois que j'en ai 2, qui concernent ce sujet sur YouTube. Je clôt la parenthèse de la prophétie des Andes et je vais vous parler des notions de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi. Moi, quand les personnes viennent me voir, que ce soit des personnes comme vous qui viennent en formation ou des personnes qui me contactent pour que je les accompagne, souvent le sujet qui revient, la problématique qui revient, c'est je manque de confiance en moi. J'ai perdu confiance en moi. Mais souvent, c'est je manque de confiance en moi. Et cette phrase, elle est importante. Je manque de confiance en moi. Ou j'ai perdu confiance en moi. Donc c'est intéressant parce que perdu confiance en moi, ça veut dire qu'elle est là quelque part. Mais je ne sais plus où la trouver. Donc c'est une ressource, c'est quelque chose, c'est un état d'être que je peux activer. Mais sur le moment, dans le moment où je suis dans ma vie, il y a quelque chose qui fait que je ne ressens pas cette confiance. Alors déjà, la première chose à faire, c'est que quand quelqu'un vous dit ça, c'est que c'est très imprécis comme problématique. Je manque de confiance en moi. Ou je n'ai pas confiance en moi, parce que des fois c'est même ça, je n'ai pas confiance en moi. Déjà, la personne, pour qu'elle se dise je n'ai pas confiance en moi, il faut qu'elle ait conscience
qu'elle pourrait être différente, qu'elle pourrait avoir confiance en elle. Il faut que dans son esprit, elle puisse imaginer comment ce serait si elle avait confiance en elle. On est d'accord avec ça? Pour l'imaginer, il faut qu'elle ait des références. Donc du coup, elle peut imaginer, en fonction de certaines références, qu'il y a eu des moments où elle s'est sentie plus en confiance qu'à d'autres moments. Et là, en ce moment dans sa vie, elle a l'impression qu'elle n'est pas au niveau, par rapport à une certaine situation, qu'elle n'est pas au niveau qu'elle voudrait. Donc ça la frustre. Et souvent c'est ça qui nous met mal, c'est qui nous rend mal, c'est le delta qu'il y a entre ce qu'on aimerait vivre et la réalité de ce qu'on vit. C'est-à-dire, je suis là en train de vivre un truc qui n'est pas ce que j'aimerais vivre. Je préférerais être mieux dans ma peau, être plus à l'aise, avoir plus d'énergie, avoir plus d'argent, plus de réussite, plus de ce qu'on veut. Mais comme je vois qu'il y a un delta entre mon ambition, mon aspiration et la réalité, alors du coup je vais me sentir mal. Et quand je vais me sentir mal, je vais observer ma réalité avec des filtres qui vont me faire dire que je n'ai pas les résultats escomptés. Donc vous, ça, vous connaissez, pour vous en parler, vous regardez votre environnement, votre réalité, et vous dites, là, j'ai pas les résultats qui me permettent de pouvoir me dire, en fonction de mes propres critères, qui sont très subjectifs, je suis suffisamment bien dans ma vie. Donc, ça sous-entend, si je ne suis pas suffisamment bien dans ma vie, je sais en moi que je pourrais être mieux, donc ça me donne envie d'aller mieux. Mais je ne sais pas comment y prendre. Je ne sais pas quoi faire pour aller mieux. Je ne sais pas quoi faire pour me sentir capable de quelque chose. Donc, une première chose à faire, c'est de différencier les trois notions dont je viens de vous parler: confiance, estime et affirmation. La confiance, c'est la croyance en la capacité. Si vous reprenez les niveaux logiques, vous avez un niveau logique sur les croyances et un niveau logique sur les capacités. Quand vous avez une croyance favorable, aidante, sur le fait que vous avez les bonnes capacités, que ce soit des capacités intellectuelles, des compétences ou même des capacités, des ressources internes, des états internes, alors dans ce cas-là, vous allez vous sentir plutôt à l'aise pour mettre en place un certain nombre de comportements et obtenir les résultats que vous voulez obtenir. Vous êtes d'accord avec ça? Sauf que quand vous avez une croyance qui vous dit « je ne suis pas sûr d'avoir la capacité de faire quelque chose », parce que c'est nouveau, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, ou alors parce que vous avez eu des échecs. C'est-à-dire, en gros, il y a deux solutions. Soit vous avez déjà essayé de faire et vous avez eu des échecs, et donc vous avez créé la croyance par le feedback par rapport à l'expérience, vous avez créé la croyance que vous en êtes plus capable ou pas capable. Soit vous n'avez jamais fait quelque chose, et dans ce cas-là, comment savoir, vu que le système nerveux a besoin de preuves, comment savoir si je vais pouvoir faire la chose que je n'ai encore jamais faite? Donc, on est dans l'idée d'avoir la croyance en nos capacités de pouvoir faire quelque chose. C'est différent de l'estime de soi. Et parfois, quand les gens viennent vous voir et disent « j'ai pas confiance en moi », en réalité, ce qu'ils vous disent, c'est « je n'ai pas d'estime de moi ». Donc là, on est sur un autre thème qui est pareil, qui se traduit par plusieurs choses. Là, je vous ai parlé de la confiance, mais je vous ai parlé de la confiance à un certain niveau. Je reviendrai en deuxième couche pour l'autre niveau. L'estime de soi, c'est la capacité de s'évaluer. En fait, c'est une évaluation qu'on fait de nous-mêmes. Est-ce que je vaux quelque chose? Est-ce que je suis important? Est-ce que je mérite des choses? Et cette estime de soi, cette évaluation qu'on fait, elle se fait par rapport à des critères. Donc j'ai des valeurs, des choses qui sont importantes pour moi. Ces valeurs, elles ont, pour savoir si elles sont vraiment satisfaisantes ou pas satisfaisantes, je vais mettre en place des critères. Par exemple, je suis quelqu'un qui réussit dans mon activité professionnelle, ça se traduit par j'aime la réussite, c'est une valeur pour moi de réussir, mais pour savoir si j'ai réussi, j'ai besoin de mettre en face des critères. Ça, vous avez déjà suivi ce genre de formation. Donc, vous allez vous dire, j'ai réussi si j'atteins tel niveau de chiffre d'affaires, par exemple, etc. Donc, l'estime de vous, c'est une valeur que vous vous donnez en fonction des résultats que vous obtenez. Mais pour avoir des résultats, il faut être capable de faire des choses. Et donc, pour faire des choses, il faut être capable de s'affirmer.
L'affirmation, c'est un comportement. Quand je m'affirme, c'est que je suis en train de passer du monde intérieur vers le monde extérieur. Je dis quelque chose, je me positionne, je fais quelque chose. Donc l'affirmation, on est plus au niveau des comportements. La confiance, on est plus au niveau des capacités et des croyances sur les capacités. L'estime de soi, on est plus au niveau du système de valeurs et de l'identité. Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je suis une bonne personne? Là, par exemple, vous êtes en train de vous former à devenir des transmetteurs de la PNL sur les niveaux des bases. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, est-ce que vous estimez, donc c'est de l'estime de soi, que vous êtes à même, ou que vous êtes la bonne personne pour transmettre les bases de la PNL? Si vous avez bien appris pendant le stage, et que vous avez acquis la croyance que vous êtes capable, parce que vous vous êtes vu en train de maîtriser les concepts, de les transmettre, etc., vous allez avoir une certaine confiance en vous. Quand vous allez vous retrouver dans une entreprise ou face à du public, bah vous allez vous affirmer. Vous allez le faire. Vous allez vous allez même le proposer à des gens. Vous allez dire, je suis capable de vous faire cette formation sur la PNL. Donc, vous allez créer les circonstances pour pouvoir le faire. C'est ça, s'affirmer. D'accord? Et vous allez le faire si vous avez confiance. Sinon, il va y avoir un truc en vous qui ne va pas vous autoriser à le faire. Une croyance. Croyance, c'est une autorisation. Vous n'allez pas vous sentir autorisé à faire quelque chose. Vous allez vous dire, ben, j'ai appris avec Polo, mais là, je n'ai pas vraiment pratiqué. Il y a eu 2 moments où je bafouillais un peu. Je n'ai pas très bien compris cette histoire d'ancrage, de machin. Bon, c'est des trucs qui sont... Du coup, je doute, je mets en doute, j'ai la croyance que je n'ai pas les capacités ou les compétences. Qu'est-ce que je fais? Bah, je ne fais pas de pub sur ou je ne propose pas mon service. On est d'accord? Donc je ne m'affirme pas. Si je ne m'affirme pas, je n'aurai pas mon estime de moi. Donc, pendant un certain temps, je peux me sentir nul en PNL, ou en tout cas dans la transmission de la PNL, et je peux rester bloqué sur mon identité d'avant. C'est-à-dire, avant, je faisais autre chose que de la PNL, je n'avais pas encore appris à le faire, donc je sais pas, j'étais DRH, ou autre métier, commercial, accompagnante, infirmière, enfin je ne sais pas quels sont les métiers que vous avez par ici, mais en tout cas, vous avez un autre métier. Donc vous êtes, à force de le faire, à force de le pratiquer, à force de prendre confiance en vous, de vous affirmer, vous avez acquis une certaine estime, une certaine valeur, et vous vous êtes identifié. Hein, l'identité, c'est je m'identifie, ce à quoi je m'identifie par rapport à mon vécu, l'histoire que je me raconte sur moi-même. Donc je m'identifie au fait que j'ai été par exemple infirmière pendant un certain nombre d'années. Donc du coup, aujourd'hui, dans mon identité professionnelle, je suis infirmière. Sauf que j'aimerais transmettre la PNL, mais que je ne sais pas si je vais être capable de le faire. Alors là, encore pire que vous, imaginez quelqu'un qui ne vient pas faire des formations, qui lit des livres, et qui se dit, j'aimerais bien pouvoir en parler au boulot, j'aimerais bien pouvoir coacher des gens avec la technique, alors même qu'elle n'a pas encore acquis, qu'elle n'a pas pratiqué les choses. Donc ça fait juste une formation en ligne, qui n'a pas eu l'occasion de pratiquer, ben, c'est encore plus difficile d'avoir confiance dans ses capacités. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce genre de cas de figure? Là, le coaching traditionnel va avoir tendance à vous dire, ben, on va y aller, on va poser des petits objectifs, et petit pas par petit pas, tu vas gagner confiance. Donc là, vous venez en formation, Polo vous donne des outils, des concepts, puis après il vous dit, bon ben maintenant c'est à vous de présenter le concept devant les autres. Là, pour certains c'est à l'aise, pour d'autres c'est oulala, est-ce que je vais être capable de trouver mes moyens? Et comme vous êtes dans un contexte de formation, c'est le contexte idéal pour vous mettre avec moi, pour vous mettre à l'épreuve, vous challenger, vous y allez, vous faites, et en fonction du feedback, en fonction de votre aisance, vous allez vous dire j'ai été capable et vous allez nourrir votre estime. Et vous allez petit à petit faire grandir votre valeur. L'estime de soi, elle est aussi liée à la cohérence que vous avez avec votre système de valeurs, pas qu'au résultat que vous obtenez. Et là, il y a déjà une petite erreur qui peut se faire on va dire, dans le domaine de l'accompagnement du développement personnel. Quand je dis une erreur, c'est que il y a l'estime que je gagne à l'égard de moi-même, mais moi l'ego.
Et moi, l'ego se nourrit ou l'ego se sent satisfait quand vous êtes dans votre moi idéal. Donc, vous imaginez qui vous avez envie de devenir, parce que ce qui vous avez envie de devenir vous fait sentir comme ça, rien que d'y penser, que ça pourrait vraiment être bien, que vous seriez plus heureux, que vous seriez tout ça. Et donc, votre ego va vous pousser à dire, ok, regarde autour de toi, compare, t'as vu, lui il est mieux, elle est mieux, lui il fait ça, etc., etc. Tu as besoin de bosser sur toi si tu veux arriver à cet idéal. Donc ça vous pousse. Alors du coup, qu'est-ce que va faire l'ego aussi? Il va essayer de mettre de côté toutes les choses que vous n'êtes pas ou qui ne veut pas que vous soyez, hein, la part d'ombre. Je reviens sur Carl Gustav Jung, mais c'est très intéressant. La part d'ombre, c'est-à-dire toutes les facettes que vous ne voulez pas avoir. Toutes les facettes de vous qui existent en vous, mais qui sont mal aimées par vous et peut-être par l'environnement. Donc l'estime, c'est un truc d'ego. Pourquoi c'est un truc d'ego? Parce que il y a un jugement. Il y a une évaluation. Est-ce que je suis à la hauteur ou pas? Il y a des critères. Donc c'est le mental qui réfléchit à tout ça. Parce que pour l'instant ça va? C'est à peu près clair? Donc il y a l'estime de soi par rapport à ce que je suis capable de faire, des résultats que j'obtiens, et je vais dire, oh là là, j'ai lancé un produit, j'ai lancé une formation, j'ai tant de clients, j'ai fait tant de chiffre d'affaires, pouf, j'ai mon estime qui monte. Mais que se passe-t-il le jour où il n'y a pas les résultats en termes d'estime de moi? Est-ce que j'ai une véritable estime de moi? Si je suis un professionnel qui vit des hauts et des bas, il y a des gens qui vivent des hauts et des bas, puis un jour ils arrivent à arriver à un certain niveau de réussite qui fait que dans l'ensemble, ça se maintient. C'est une sorte de phase de plateau. Ça va. Vous savez, la phase d'été, Polo, dont vous parle Polo, là pour l'instant ça va. À ce moment-là, je peux avoir une bonne estime de moi. Mais si la phase redescend, je rentre en phase d'automne, les résultats sont plus là, bah comment je me sens? Si mon estime tenait à mes résultats, alors j'ai plus d'estime de moi. Donc c'est une fausse estime. En tout cas, c'est une estime égoïque. L'ego est tout le temps en train de passer du plus au moins. Donc l'idée, c'est de l'équilibrer pour qu'il se calme, qu'il s'apaise. Et l'estime tient aussi à ce que votre environnement vous a fait comme retour sur vous. Quels ont été depuis l'enfance, quels ont été les retours que vous avez eus? Est-ce qu'on vous a plutôt valorisé, félicité? Est-ce qu'on vous a dit que vous êtes quelqu'un de bien, ce que vous faites c'est bien? Ou est-ce que dès que vous faisiez une erreur, ben non, on vous jugeait, on vous critiquait, on vous disait que c'était mal, etc., etc. Cette estime de vous, c'est une part d'estime de vous, c'est la part que l'environnement vous a donnée. Vos parents, vos proches, vos profs, vos petits amis ou petites amies, etc., etc. Petit à petit, ou vos amis simplement autour de vous. Il y a eu une espèce de regard de l'environnement qui vous a évalué et qui vous a fait sentir un certain niveau d'estime aussi. Vous êtes d'accord jusque-là? Il y a l'estime que l'environnement m'a donnée, il y a l'estime que j'ai gagnée moi-même en faisant des choses. Alors là où il y a je ne suis pas encore dans le deuxième niveau de l'estime et de la confiance, mais là où il y a une problématique avec dans le fait d'en rester là, sur cette estime, on va dire psycho-comportementale. C'est-à-dire si j'ai les bons comportements qui produisent des bons résultats, alors psychologiquement, je suis rassuré et je me dis que j'ai une certaine estime et une certaine confiance. C'est que ça peut avoir une limite, c'est les moments où justement il ne se passe pas grand-chose, où je fais des erreurs, où la vie ne répond pas favorablement, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Souvent en coaching, on va ramener les gens à pour avoir plus de confiance, il va falloir que tu mettes en place des actions. C'est la technique, on va dire, d'exposition comportementale. Tu n'arrives plus à vendre ton business, tu n'arrives plus à vendre tes produits. Bon, alors on va trouver un moyen, tu vas faire une petite action qui va faire que petit à petit. Donc, par l'action, par la mise en place de comportements, on va générer des résultats. Quand ces résultats vont être bons, on va rentrer dans la boucle qui construit de la croyance positive. D'accord? Ouais, un résultat est meilleur, deuxième résultat meilleur, troisième résultat meilleur. Je commence à regagner confiance en moi. Et puis une fois que les résultats sont là, je commence à me dire, mon estime remonte. Et je commence à me dire que c'est bon. Donc après, je peux m'affirmer beaucoup plus facilement. Alors, parfois, les personnes se trouvent dans un moment où elles ne peuvent pas s'affirmer. Parce qu'elles n'ont pas la confiance et l'estime suffisante.
Et c'est parce qu'elles vont s'affirmer qu'elles vont gagner la confiance et l'estime. Donc c'est le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire, j'aimerais bien passer à l'action, faire ma première formation de PNL. C'est la seule façon de vérifier si je suis à même de le faire, c'est de le faire. Mais tout de suite, j'ai peur. Je suis chez moi, je me demande si je vais faire le post ou mettre la com ou faire la pub qu'il faut pour pouvoir faire mon truc, etc. Bon, évidemment, vous savez qu'en PNL, pour pallier à ça, on va vous faire travailler avec l'imagination. Vu que c'est difficile de poser le comportement, on va vous préparer mentalement, émotionnellement, puisque c'était ça le thème là d'aujourd'hui. On va utiliser des ancrages, on va faire référence à des choses que vous avez déjà faites, on va aller chercher la confiance en vous. Même si ça n'a rien à voir avec le sujet dans lequel vous avez besoin d'avoir confiance, pour vous permettre d'aller vous ressourcer en confiance et vous permettre de vous imaginer dans une situation en train de réussir. Pourquoi on fait ça? Vous savez, c'est que si jamais vous faites ça déjà, vous baissez le niveau de crainte et de vigilance et on pourrait dire, de recherche des mauvaises expériences de l'amygdale limbique, qui quand on n'est pas bien, quand on est stressé, a tendance à se suractiver, et par des biais de confirmation, va chercher tous les moments où on n'était pas bien, et en fait qu'on a bien raison de ne pas se sentir bien, parce que c'est bien arrivé. Vous voyez le principe un peu négatif. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt activer un autre mode de fonctionnement dans votre cerveau, qui fonctionne par le noyau accumbens, qui est un autre endroit qui crée une boucle dopaminergique dans votre cerveau par rapport à l'imagination. Si je m'imagine en train de réussir, si je me vois en train d'avoir les résultats, si je me vois au top de moi-même, si j'imagine les conséquences positives que ça peut avoir, si je reconnecte ça à des valeurs importantes pour moi, alors je remobilise, je crée une boucle dopaminergique, ça me motive, ça me redonne envie, ça donne un élan. C'est prémoteur. À partir de là, je me lance plus facilement dans l'action parce que je suis boosté et que je vois moins le danger que quand je ne suis pas boosté. D'accord? On est à peu près jusqu'à présent, ça marche? Donc ça c'est bien, mais ça peut avoir une certaine limite. Parce que la véritable confiance en soi, c'est encore un autre niveau. Et ce n'est pas quelque chose qui va être dépendant de vos résultats, comme votre estime de vous-même d'ailleurs, pas quelque chose qui va être dépendant d'un contexte, ce sera moins dépendant d'un contexte précis. Quand vous accompagnez quelqu'un, évidemment, c'est important de lui demander, quand il vous dit « je manque de confiance », quand tu dis « tu manques de confiance », c'est où, pourquoi, comment, etc. Et vous allez vous rendre compte que la personne, petit à petit, en fait, elle ne manque pas de confiance en elle, ou elle n'a pas confiance en elle, d'une façon générale. Mais dans un domaine précis qui la challenge actuellement, elle sent le manque de confiance. Ce qui peut du coup se généraliser dans sa vie. Elle peut avoir l'impression que parce qu'à cet endroit-là, elle se sent nulle, alors toute sa vie est nulle. Vous connaissez le principe de distorsion cognitive de généralisation. Mais toujours poser la question précisée. Après, moi ce que j'ai appris au travers de mon expérience, c'est qu'effectivement à chaque fois que j'utilisais les méthodes et les techniques pour pouvoir aller mieux, j'allais mieux. Parce que ça marche. Mais c'était momentané. C'était dépendant du résultat. Et d'une certaine façon, c'est comme si mon ego se disait, en fait, il faut que tu sois en pleine maîtrise de ce que tu fais, mon mental se raconte l'histoire qu'il faut que je sache faire, il faut que je sois capable, il faut que je me sente, etc. Il faut que je sente que j'ai l'énergie, il faut que je sente que j'ai une certaine force, une certaine volonté, une certaine détermination, que ça va marcher, que je vais bien tenir le crachoir, que je vais être capable pour le faire. Très consciemment. Sauf que dans certaines circonstances, certains contextes, je ne peux pas être sûr que je vais y arriver. Des fois, c'est nouveau. Donc, je ne peux pas m'imaginer, je ne peux pas imaginer que ça va fonctionner. Donc, du coup, pouf, la confiance, elle redescend. Donc, j'ai besoin de faire appel soit à mes propres ressources, auto-ancrage, etc., etc., soit je vais faire appel à un coach qui va m'aider, qui va m'accompagner pour me remobiliser mon mindset, mon état d'être, mes états internes, de façon à ce que je sente de nouveau que c'est possible. Donc c'est fluctuant. Il peut y avoir un niveau de confiance, et j'ai envie de dire c'est un niveau de conscience, des fois mon cerveau fait des je peux avoir ce niveau de confiance et de conscience à partir du moment où je comprends que ce que je fais moi, c'est très limité. Moi, c'est limité.
Moi, c'est mon mental ego. Donc ça veut dire que c'est quelques pourcents de tout mon potentiel. Mon potentiel, c'est un potentiel inconscient. C'est pour ça que ça s'appelle un potentiel. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore, qui ne les a pas encore révélés, qui n'est pas encore potentialisé. Ça reste à l'intérieur de moi, ça reste caché. Comme c'est caché à ma conscience, je ne sais pas que j'ai des ressources, je ne sais pas que j'ai les capacités, je ne sais pas peut-être que la vie va répondre favorablement pour m'aider par le truchement de je ne sais quelle rencontre ou je ne sais quelle synchronicité, revenons sur la prophétie des anges, qui va faire que les choses vont s'arranger. Donc ma tête, mon mental, lui, perçoit qu'une partie de la réalité et se raconte une histoire sur ce que je suis capable de faire ou pas. Je me fais un mauvais film sur moi-même. Ah, je me sens pas bien, je suis pas sûr d'y arriver, puis ce truc-là c'est nouveau, puis ce genre de public je connais pas, ou ce genre d'activité c'est un truc nouveau. Donc mon mental se raconte l'histoire que je vais pas y arriver. D'accord ? Alors la confiance en soi, c'est l'idée de savoir qu'il y a un soi. Et ne pas confondre soi et moi. Moi, c'est le moi freudien. C'est le moi-je. Moi, le moi conscient. Soi, c'est le soi, on pourrait dire supérieur, au-delà, le mental supérieur. Ce qui fait partie, ce que je suis aussi à un autre niveau dont je n'ai pas conscience. Donc du coup, dont je n'ai pas confiance. Pourquoi ? Parce que confiance, c'est se confier. Est-ce que je peux me confier à moi-même pour cette tâche ? Est-ce que je peux me confier à moi-même pour réaliser telle chose ? Est-ce que j'ai la compétence ? Est-ce que j'ai la connaissance ? Est-ce que je vais savoir faire ? Ça, c'est me confier à moi-même, à moi et à mes compétences conscientes. La confiance en soi, c'est j'ai suivi 3 formations avec Polo, j'ai lu des bouquins, j'ai de l'expérience dans ma vie. Il y a quelque chose en moi qui sait ce que je ne sais pas que je sais. D'où la fameuse phrase de Milton Erickson, le psychiatre hypnothérapeute qui a créé l'hypnose ericksonienne. Faites confiance à votre inconscient, il sait ce que vous ne savez pas que vous savez. Fais confiance à ton inconscient, il sait ce que tu ne sais pas que tu sais. Alors c'est une phrase volontairement confusionnante pour vous faire un peu décrocher le cerveau et pour vous faire la suggestion qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui sait. Un peu ce que vous disait Paul tout à l'heure, quand il vous disait le pont sur le passé. Il y a quelqu'un qui a dit le pont sur le passé, ça peut ramener, ça peut raccrocher la personne à des vécus ou à des expériences négatives. Ben non, parce que si vous le dites bien, vous allez plutôt lui faire la suggestion qu'en réalité, à l'intérieur de lui, il y a toujours une ressource qu'il ignorait qu'il avait. Et donc son cerveau va commencer à se dire ah oui, c'est vrai, tiens, ouais, j'ai confusément senti cette possibilité dans ma vie. Voilà, tac, tac, il va de fil en aiguille, et donc il va renforcer la mémoire à long terme, de s'imaginer dans un pont futur en train de réussir et de se dire mais en fait depuis le passé j'aurais pu réussir. Il va y avoir comme quelque chose qui va se reconnecter au présent et en disant oh, mais oui en fait je suis capable, j'ai des possibilités en moi. En fait ces possibilités elles sont en moi, moi peut les exprimer, mais ça passe par soi, ça vient de soi. Donc soi c'est plus large. Donc c'est comme si vous aviez un super assistant ou une super assistante qui est derrière vous, les bras croisés, et qui attend que vous lui demandiez de l'aider. Pourquoi ? Parce que votre moi devant, il est en train de se dire oui, là, ce truc-là, cette nouvelle, ah bah je vais faire une intervention là sur les bases de la PNL, je me souviens plus le truc sur les ancrages là. Ah puis alors attends, qu'est-ce qu'il faut dire au fait à quelle heure je fais l'exercice ? Parce que et vous allez vous retrouver mentalement à essayer de vous rassurer et vous allez vous raconter des trucs. Ah la dernière fois j'ai pas compris en formation. Ah là là, je suis nul sur ce sujet, je ne sais pas si je vais y arriver, etc. Ça, c'est... Et derrière, en fait, vous avez un super assistant. C'est celui qui a modélisé Polo pendant toute la formation, et de façon inconsciente, et qui retient et qui a retenu beaucoup d'informations, qui sont là à disposition. Mais sauf que vous l'ignorez. Vous l'ignorez puisque vous lui tournez le dos. Vous ne lui faites pas confiance. Vous pouvez pas lui faire... Il ne va pas intervenir si vous ne lui demandez pas d'intervenir. Pourquoi ? Parce que cette dimension de vous,
n'intervient que par rapport à la loi du libre arbitre. Non, je plaisante. Si on voit que cette part de vous, c'est une part plus spirituelle, elle ne va pas faire à travers vous quelque chose que vous ne demandez pas qu'elle fasse à travers vous. Donc, si vous n'êtes pas... Donc, vous pouvez attendre. Hein. Vous pouvez dire, Seigneur, ou soit supérieur, ou moi supérieur, ou je ne sais, ou les guides, ou je ne sais quelle autre chose. Vous pouvez dire, s'il vous plaît, faites quelque chose pour que ma formation se passe bien. Et ouais, mais non. Parce qu'en fait, c'est pas... Ou alors, vous allez vous dire, pourquoi si vous êtes là? C'est plutôt même ça le truc. C'est pourquoi si vous êtes là, si tu es là, Dieu, si vous êtes là, les guides, si tout le monde est là, s'il y a plein de monde derrière, si j'ai des... Pourquoi vous ne faites rien pour que ma vie soit mieux, là? Ben parce que tu ne nous le demandes pas. Alors, parce que tu ne nous le demandes pas ou parce que tu ne me le demandes pas. Après, chacun voit comme il veut les choses. Il y en a qui vont dire que c'est des choses extérieures à soi. Et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt des choses qui sont à l'intérieur de soi. Mais l'idée, c'est, si tu ne demandes pas, tu ne me donnes pas la confiance, tu ne me confies pas ce que tu as besoin de me confier, alors je ne vais pas prendre en charge ça. Ça vous parle ou pas? Donc, la confiance, c'est être capable de se laisser porter par quelque chose en soi, par soi, par cette autre part de soi, plus vaste. Et de lui demander de vous aider. Alors après, il y a des techniques, comme par exemple l'auto-hypnose. Vous pouvez utiliser l'auto-hypnose pour vous faire des autosuggestions. Demandez à votre corps, par exemple, de vous faire un petit signaling avec le doigt. Alors là, je vous inviterai à aller voir, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais il y a des choses qui vous permettent de pouvoir aller à l'intérieur de vous, de vous mettre en contact avec cette part de vous, et de dire, ok, je vais avoir besoin de toi pour me sentir à l'aise et pour me sentir capable de faire les choses à l'instant T dans telle situation. Et quand c'est oui, quand tu sens que c'est bon, tu me dis oui par le doigt qui se lève. Je fais très simple. Hein, je caricature volontairement. Le doigt se lève. Donc il y a quelque chose en vous qui dit « Ah, c'est oui. Apparemment, j'aurai les ressources nécessaires pour intervenir à ce moment-là. » Sauf que, consciemment, vous ne vous sentez toujours pas bien. C'est-à-dire, vous avez toujours un peu peur, vous avez toujours le mental qui se raconte l'histoire que ça peut mal se passer, vous vous stressez, etc., etc. Parce que souvent, ce qu'on voudrait quand on fait appel à des ressources intérieures, c'est de les ressentir immédiatement. On voudrait se sentir, ça y est, c'est bon, je vais le faire, c'est bon, je suis à l'aise. Vous êtes assez d'accord avec ça? Mais votre inconscient, lui, il va dire, c'est bon, mets-toi à l'aise, détends-toi, à l'instant T, je vais être là pour toi. Mais j'ai pas besoin d'être là pour toi toute la semaine, qui te sépare de l'événement. J'ai pas besoin que tu sois au taquet, confiant, plein d'énergie toute la semaine. Tu vas juste avoir besoin d'être à l'instant T, au taquet, et je serai là pour toi. Alors moi, ça m'est déjà arrivé, du coup, d'utiliser cette méthode et de flipper pendant toute la période qui me séparait de l'événement. J'ai fait, par exemple, 2 conférences que j'ai mixées sur une seule conférence qui actuellement tourne sur YouTube plutôt bien, parce que je crois que je suis arrivé à peu près à 460 000 vues. Donc c'est une conférence qui se diffuse bien, sur les neurosciences, justement, comment on peut changer, etc. Ça s'appelle Développement personnel, par où commencer, et je parle des phénomènes de neurosciences et de la façon dont on peut utiliser la PNL, l'hypnose, etc. Pour faire cette intervention devant 200 personnes, alors que je ne l'avais jamais faite, et que j'ai dit, Paul a dit à Paul, est-ce que tu peux me laisser un petit quart d'heure par-ci, un petit quart d'heure par-là pour intervenir? Ben j'ai fait ça. Parce que j'avais trop d'infos et je ne savais pas comment les classer, les mettre en forme. Donc je n'ai rien préparé. Je me suis dit, quelque chose en moi sait ce que je ne sais pas que je sais. L'instant T, si jamais je passe, je vous garantis que le jour où je devais passer, j'espérais que Paul ne veuille plus que je passe. Et je me suis dit, bon, là, s'il me fait passer, qu'est-ce que je vais raconter? Et en fait, toute la semaine, j'ai flippé. Jusqu'au moment où il m'a dit, Guillaume, c'est à toi. Et là, c'est comme si mon inconscient, il avait fait... Je suis arrivé sur scène et j'ai parlé.
et j'ai déroulé pendant un quart d'heure la première, et puis après il m'a fait intervenir pour la deuxième. J'avais préparé très rapidement un petit support en me disant je vais quand même mettre des images, etc. Mais je ne savais pas exactement comment j'allais dérouler les choses. Et j'ai fait la deuxième, d'un quart d'heure. J'ai eu des gens qui sont venus me voir à la fin en me disant ah, c'est génial, c'est super d'aborder les choses de cette façon-là, on ne connaissait pas, etc., etc. Et donc, en fait, il s'est passé un truc que j'aurais voulu préparer. J'aurais tout écrit à l'avance. J'aurais voulu rassurer consciemment mon moi par je maîtrise tout, je mets des petits papiers, etc. Je pense, enfin, ça aurait été peut-être possible que ce soit bien, mais je pense que ça n'aurait pas été aussi inspiré, aussi fluide. Donc à un moment donné, la véritable confiance en soi, c'est d'avoir confiance dans sa dimension supérieure à soi-même. Comme on ne la voit pas, comme on ne la ressent pas au quotidien, dans notre état bêta, on est un peu bêta par rapport à ça, au quotidien, avec nos ondes cérébrales. Du coup, on imagine, on se fait des mauvais films, notre mental se raconte l'histoire qu'on ne va pas être capable, qu'on ne va pas être au niveau, qu'on ne va pas avoir les ressources. Quand on commence à laisser la confiance, qu'on se confie à soi, donc à cette dimension supérieure, il y a des choses qui nous traversent. Il y a des idées. Mais ça peut être pas forcément pour faire les choses à l'instant T, ça peut être aussi pour préparer une intervention, ça peut être pour... quel que soit le métier d'ailleurs que vous pouvez avoir. Là, tout à l'heure, je prends en exemple l'idée que vous fassiez des interventions en formation, en PNL, etc. Mais quel que soit ce que vous avez à faire, vous pouvez demander... Alors, je vais vous raconter l'histoire de Milton Erickson très brièvement. Milton Erickson est jeune étudiant, enfin, il est médecin et je crois qu'il est en internat, il vit en colloque avec un gars, mais il est déjà très passionné par la psychiatrie, par l'hypnose, par tous ces trucs. Et du coup, il rencontre un gars qui a un journal et qui lui dit un jour, alors je pense que l'histoire elle n'est pas exactement celle-ci, mais je vous la fais dans les grandes lignes, et qui lui dit j'adore ce que vous faites, j'ai entendu parler de ce que vous faites, de ce que vous dites, est-ce que vous ne voudriez pas me faire un article pour mettre dans mon journal, pour demain? Hamilton, il ne sait pas comment il va s'y prendre parce qu'en fait ses journées sont déjà overbookées. Donc spontanément il dit ben oui. Alors le gars lui dit bah super, mettez-moi ça dans la boîte demain matin et puis on vous diffusera votre truc. Donc lui il rentre chez lui et il se dit oh là là, comment je vais faire pour faire cet article? Déjà de quoi je vais parler exactement, etc., comment je vais m'y prendre. Comme il sent que mentalement il n'a pas les moyens, il n'a pas le temps, il ne sait pas comment faire, bref, il est un peu paumé, il fait appel à son inconscient. Et il dit à son inconscient, bah, inconscient, s'il te plaît, trouve le meilleur moment pour pouvoir me faire l'article le plus sympa, le plus intelligent, enfin le meilleur article possible. Donc trouve le meilleur moment pour me faire le meilleur article possible dans les meilleures conditions. Merci. Donc le super assistant derrière prend l'information et il dit ok, on va faire ça. Bon, la soirée continue, il va se coucher, le lendemain matin il se lève, et là il se dit bon bah c'est l'article, il fallait que je le fasse pour aujourd'hui, donc là c'est un peu chaud. Et là il y a son colocataire qui lui dit qu'est-ce que tu as fait cette nuit Milton? Il dit bah rien, j'ai dormi. Il dit non, je t'ai entendu taper à la machine à écrire, etc. Et à côté de ta machine à écrire, il y a un dossier à graffer. Donc Milton va voir son côté de sa machine à écrire, et il voit effectivement article, machin. Il ne se pose pas de questions parce qu'il est pressé. Il se dit ah ben du coup je vais aller livrer l'article. Donc il prend l'article, il le met dans la boîte aux lettres. Le soir ou le lendemain, il voit le journal. Il regarde à la fin du journal parce qu'il se dit potentiellement ça va être sûrement mis en fin de truc. Il ne trouve pas. Et à un moment donné, il est appelé par le rédacteur qui dit votre article a un grand succès. Donc là, Milton étonné, il se dit ah bon, il a un succès, comment ça, j'ai pas vu. D'ici, il est en page 2. En page 2, faut que ce soit quand même du lourd pour que ce soit en page 2. Donc là, il est étonné. Déjà que l'article, il dit ah, mais votre article était excellent, ça plaît vraiment au lecteur, c'est génial. J'aimerais que vous nous en fassiez que vous nous en fassiez régulièrement. Là, j'en voudrais un pour demain ou après-demain. Donc là, le Milton, il rentre chez lui.
Il voit son colocataire, il lui fait non mais tu sais pas quoi, ils ont mis mon article en page 2, ils ont eu du succès, ils me demandent d'en faire d'autres. Voilà. Et là le gars lui il le regarde, il dit mais Milton, tu l'as pas lu ton article, enfin tu n'étais pas au courant. Enfin tu n'étais pas au courant de la qualité de ton article. Il dit ah bah non je l'ai pas lu. Et il lui dit mais pourquoi? Il dit parce que je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas que cet excellent travail très intelligent soit jugé par une partie de moi moins intelligente. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit moi, si je le lis, je vais être moins intelligent que la partie de moi inconsciente qui m'a fait me lever la nuit, qui m'a fait taper sur ma machine à écrire pour pouvoir réaliser cet article en mode somnambulisme. Donc ce qui veut dire que souvent, vous n'êtes pas en conscience de ça. C'est difficile d'être en conscience de ça. D'ailleurs, c'est difficile d'avoir des preuves. Les seules preuves que vous pouvez avoir, alors quand vous voulez des preuves, la plupart du temps, on vous envoie des épreuves. La vie, elle est comme ça. Si vous n'avez pas la foi, la foi, c'est pas la croyance. Faites la nuance entre une croyance, une foi et la foi. La croyance, c'est j'ai des preuves. J'ai construit une croyance par le feedback de l'environnement. La foi, c'est je n'ai aucune preuve, mais j'en ai la conviction profonde. La foi, c'est lever un pied lever son pied pour le poser sur une marche avant même de voir si la marche existe. Et la marche apparaît. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous êtes mis au défi dans votre vie de savoir si vous allez rester dans votre ego, dans votre mental, dans votre développement de capacité consciente, si vous allez développer une estime, une confiance en vous qui sera de premier niveau, on va dire, ou si vous allez développer suffisamment la foi, la connexion à cette dimension autre ou supérieure à vous-même, qui va vous amener à faire des choses que vous ne pensiez pas être possibles avec votre petit conscient, qui est plus limité de croyances, qui est limité par plein de croyances. D'accord ? Donc, à un moment donné, c'est je me lance, j'arrive, il y a une crevasse là, je dois aller de l'autre côté. Éventuellement, il y a un petit fil sur lequel je peux me mettre pour pouvoir y aller, mais je ne suis pas sûr de tenir l'équilibre, je ne suis pas sûr que je ne vais pas chuter. Ben, l'idée, c'est j'y vais. Je le fais quand même. Et je me dis, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui va me permettre d'aller au bout. Et si je n'arrive pas à aller au bout, j'ai un filet de soie. Un filet de soie, c'est transparent. Donc un filet de soie qui va me retenir. Il y a quelque chose en vous qui va vous soutenir, qui va vous aider à rebondir. Vous allez tomber, vous allez faire pouf, et revenir sur le fil. Et continuer à fonctionner. Donc en fait, à partir du moment où vous arrivez à faire cette connexion-là avec cette notion de cette confiance en soi, c'est là en fond. C'est-à-dire que quelles que soient les situations, il y a quelque chose en vous qui se dit, de toute façon, même si moi je crois que je ne vais pas y arriver, je sais qu'il y a quelque chose de moi, au-delà, qui va y arriver, qui peut me permettre d'y arriver. Le potentiel. Le potentiel. J'ai un potentiel qui est là pour moi. Mais faut-il encore que je sois capable de lui demander de l'aide? Que je reconnaisse, moi, l'ego, qui a beaucoup de mal parce que je suis relativement orgueilleux et que je n'aime pas me voir dans mes failles, j'aime pas me voir dans mes difficultés, j'aime pas voir les mauvais aspects de moi-même. Donc là aussi, ça demande de l'amour de soi, qui est encore une autre notion. Puisque l'amour de soi, c'est s'aimer avec un minimum de conditions possibles. Donc s'aimer même si on est nul. S'aimer même si on n'y arrive pas. S'aimer même si on se sent faible. S'aimer même si on est dépressif. S'aimer même si on n'a pas réussi dans la vie. S'aimer même si on n'est pas adulé par les autres ou si on n'est pas populaire, etc., etc., etc. L'amour de soi, c'est pas de l'estime de soi. Et là encore, l'idée, c'est de ne pas faire la confusion entre les deux. L'estime, c'est une évaluation. L'amour, il n'y a pas d'évaluation. C'est d'ailleurs même, j'ai envie de dire, moins il y a d'évaluation, plus il y a d'amour. Parce que quelqu'un qui vous présente des faces
des facettes de lui qui sont des facettes que vous estimez être des facettes d'ombre ou négatives, si vous arrivez quand même à l'aimer malgré tout, c'est que vous avez une capacité de sortir de l'idée de jugement. Le jugement, c'est ce qui nous sépare, c'est ce qui nous divise, c'est ce qui nous met dans le diabolos. Le diabolos, c'est la division. Si je suis dans le jugement de part de moi, de facette de moi-même, en disant celle-là elle est plus lumineuse que celle-là, alors ça c'est un sujet, je l'aborde avec vous, mais j'entends beaucoup ça dans le développement, dans le monde du développement personnel et spirituel. Les guerriers de lumière. Soyons lumineux. Ben, j'ai envie de vous dire, si vous êtes lumineux, vous êtes obligé de créer de l'ombre de l'autre côté. Plus vous voulez être lumineux, plus vous créez de l'ombre. En vous déjà, parce que plus vous voulez être lumineux, plus vous mettez de côté ou plus vous reniez les facettes de vous qui ne le sont pas. Maintenant, si je veux être quelqu'un d'altruiste, je vais éviter de me rappeler que je suis égoïste aussi. Par contre, je vais le voir chez les autres. Ah là là, qu'est-ce qu'il est égoïste celui-là. Ah là là, qu'est-ce qu'il est égoïste. Ce qui est génial quand je fais ça, c'est que, à force de traiter les autres d'égoïstes, je me crée mon altruisme. Je suis la bonne personne. Je me raconte que je suis la bonne personne. Et finalement, en faisant ça, je ne suis pas vraiment dans l'altruisme. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de trouver un juste milieu, un juste équilibre des choses. Et si vous n'avez pas trop d'ambition, vous n'allez pas avoir trop de frustration. Si vous ne voulez pas être une super personne qui fait des super formations, alors vous n'allez pas avoir le niveau de pression et de peur d'échouer, d'exigence, de perfectionnisme, qui va faire que du coup, vous allez vous auto-bloquer avec votre propre volonté d'être génial. Donc l'idée, c'est je ne suis pas super, je suis juste qui je suis, à l'instant T, avec mes compétences, mes capacités, je fais de mon mieux. On retrouve les accords Toltec. Je fais de mon mieux. Je le fais avec le cœur, et je le fais en cohérence. Parce que c'est là qu'on va construire sa véritable estime de soi. Pour le coup, là, je vous ai parlé de la véritable confiance en soi. La véritable estime de soi, c'est quand on est en accord et en phase avec ses valeurs. En cohérence avec ses valeurs. Sinon, et encore les valeurs, c'est encore un truc d'ego, je vous le dis tout de suite. Mais c'est bien, parce qu'il nous faut ça. Parce que dans la vie, on a besoin d'un ego qui soit à peu près équilibré, affûté, pour être en relation avec le monde. Sinon, on est tous des moines tibétains, on n'a plus d'ego, mais on est en mode... on se nourrit de prana. C'est bien compliqué d'être en relation avec le monde et la vie de tous les jours. Donc, l'idée, c'est de revenir à une estime qui soit en lien avec est-ce que ce que je fais dans la vie a du sens? Est-ce que c'est en cohérence avec ce qui est important pour moi, les valeurs que j'ai? Et si c'est oui, alors dans ce cas-là, vous allez avoir un niveau de souffrance et un niveau de problème intérieur, enfin de problème par rapport à vous et à la vie, qui sera bien moindre. Et si vous n'avez pas les résultats, si vous n'êtes pas bon, vous voyez l'axe faire avoir et l'axe être donné. Même si vous ne faites pas les bonnes choses pour avoir, vous pouvez rester sur un bon niveau interne d'être et qui vous donne encore la capacité de donner. À partir de là, vous donnez, vous recevez, vous vous sentez bien en vous-même, avec qui vous êtes, peu importe si l'environnement le valide ou ne le valide pas. Quand il valide, c'est du plus. Quand il ne valide pas, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais, quand vous ne voulez des preuves que vous êtes quelqu'un de bien, la vie va vous envoyer des épreuves. Quand l'ego veut quelque chose, la vie va lui envoyer des épreuves parce qu'en fait, ça veut dire qu'il n'est pas dans la foi. Il n'est pas dans l'acceptation, il n'est pas dans l'amour de ce qu'il est. De ce qu'on est. On veut être mieux. Mais si on veut être mieux, ça veut dire qu'il y a moins bien. Et on rentre dans le jugement, et on rentre dans la division, et on rentre dans le conflit intérieur. Je suis parti un peu loin là. Ça va, vous avez suivi à peu près? Donc si je fais un petit récapitulatif, la confiance en soi, vous pouvez la travailler de plusieurs façons. Il y a le niveau psychologique et comportemental. Voilà, faire des choses, les répéter, s'entraîner,
voilà, modifier petit à petit les résultats pour se rendre compte que ça fonctionne, etc. Et petit à petit acquérir une certaine confiance consciente de soi. Mais il y a aussi le niveau de confiance inconsciente, où c'est des choses qui me dépassent, qui me traversent. Voilà, je peux être inspiré, il y a beaucoup d'artistes qui vont vous dire qu'ils ont cherché, par exemple, Einstein n'était pas un artiste, mais Einstein cherchait la formule, tant qu'il voulait le faire consciemment, il ne trouve pas. Et un jour, c'est en faisant je ne sais quoi que ça lui apparaît et que ça lui vient comme ça. Beaucoup de gens qui ont fait des grandes œuvres ou qui ont découvert des grandes choses, les ont découvertes à un moment donné où ils n'étaient pas conscients, ils n'étaient pas en train de vouloir le faire à tout prix. Donc être capable de lâcher prise, d'avoir la foi, de faire confiance à des aspects de soi ou des choses qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement. Et là, vous allez avoir une meilleure estime, une meilleure confiance, qui sera psycho-spirituelle. Pour ça, faut-il encore avoir une sensibilité spirituelle, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout. Enfin, qui ont une vision de la vie très, très pragmatique, très concrète, etc. Très matérielle, techno. Voilà. Oui. Alors tu vois, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire. Normalement, faudrait que je termine avec une phrase hyper impactante, un truc qui vous donne envie. Alors, est-ce que vous avez envie d'avoir confiance en vous, la vraie confiance en vous? Allez, dites oui, ouais. Voilà. La question que je me pose toujours quand tu vois les découvertes, Ericsson et tout ça, je me dis, est-ce que c'est vraiment ça vient parce que tu as quand même beaucoup cherché, tu as tourné le problème dans tous les sens, peut-être tu vois que tu as passé des mois, des années dessus, etc. Ça vient parce que tu as fait tout ce chemin. Je veux dire, moi par exemple qui ne connais rien en chimie, en physique ou quelque chose, si je m'endors, je ne veux pas faire une découverte en physique chimie, tu vois. Est-ce que quand même, tu vois, ce soir, moi j'ai la foi, etc. Mais je me dis que quand même, pour pouvoir se lâcher, il y a quand même un gros boulot devant, derrière. Alors oui, il y a... alors on est d'accord, je ne vais pas me mettre à parler, bien que... Il y a des gens qui se mettent à parler des langues étrangères sous hypnose ou au plein milieu de leur sommeil ou dans une transe qu'ils n'ont jamais apprise. Donc c'est pour te dire qu'il y a quand même une capacité d'avoir accès à de l'information, mais là on est dans du high level. Il y a quand même l'idée d'avoir cultivé quelque chose, d'avoir cultivé le terreau, d'avoir planté les graines. Tu t'improvises pas du jour au lendemain, effectivement, je vais faire une formation de PNL. L'idée c'est quand même d'avoir acquis de l'information, de la connaissance. Par contre, tu peux douter de ta capacité à la retransmettre ou à bien la pratiquer. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs beaucoup de gens en formation viennent, sur le moment c'est bon, ils le font, puis après ils laissent un peu courir le truc pendant quelques semaines, quelques mois, et plus ils s'éloignent, plus ils se disent j'ai perdu la capacité, je ne sais pas faire, j'ai plus confiance. Ce qui est faux. Parce qu'une fois, comme le vélo, une fois que tu as fait une fois, si tu répètes, tu te fais un peu voilà, tu te mets un petit coup de pied au cul pour dire bon allez tant pis quand même, je le fais, je demande à quelqu'un, propose à quelqu'un de l'accompagner, vous vous rendez compte que ça revient vite en fait. Pourquoi? Parce qu'en formation, l'avantage c'est que comme vous faites des pratiques, ça rentre dans votre système inconscient. C'est plus que votre tête qui se raconte. Et votre tête, elle perd au bout d'un moment la connaissance. C'est plus dans votre mémoire vive. C'est rentré dans votre disque dur plus profond. Mais vous avez oublié que c'était dans votre disque dur parfois. Donc oui, il y a quand même un minimum de travail, de connaissances à acquérir, etc. Mais au moment où vous avez besoin d'avoir confiance pour faire, vous avez sûrement en vous des compétences. Quelle heure il est? Alors je vous raconte juste une dernière histoire pour illustrer le propos. J'ai une personne qui vient me voir, qui me dit voilà, je viens vous, enfin j'étais en conférence, il vient me voir à la fin, il me dit ouais, j'aimerais bien faire une consultation avec vous, etc. Je n'ai pas confiance en moi. Je lui dis pas confiance en vous. C'est fou hein, de ne pas avoir confiance en vous. Vous êtes quand même capable de venir ici? Alors elle me dit oui. Et je dis vous êtes venue toute seule? Oui. Vous avez, comment? En voiture? Vous avez quand même un peu confiance en vous pour conduire une voiture, parce que sinon... Ah oui, pour ça c'est bon. Et en fait, je la lance juste sur cette petite piste, en lui posant 2-3 questions. Et je lui dis, on va pas pouvoir travailler ensemble maintenant, donc voilà, je lui donne rendez-vous, etc. Donc elle revient, je repose la question,
Je dis, alors, c'est quoi le sujet? Et là, elle me dit, ben voilà, j'ai pas confiance en moi, etc. Et je recommence. Je repose des questions. Jusqu'à ce que je lui fasse préciser des choses. Donc elle me dit, ben voilà, je lui dis, mais il n'y a pas confiance. Donc vous avez pris votre voiture, vous êtes venu. Non, mais c'est pas ça. Alors c'est quoi? Ah bah c'est dans les relations. Ok, dans les relations. Vous n'avez pas de relation? Ou vos relations ne se passent jamais bien? Vous connaissez le métamodèle? Où on peut questionner comme ça des distorsions, des croyances, des généralisations, etc. Ça se passe jamais bien pour vous? Ah non, non, si. Ah bah si, bah par exemple avec ma famille. Ah, vous avez une famille? Vous avez des enfants? Vous avez... Oui. Donc quand même, il faut avoir un minimum de confiance en soi pour... Elle dit, ah oui, mais ça, oui, j'ai été marié. Ok, alors il est où le problème? Ben, j'ai pas confiance en moi dans la relation avec les hommes. Ben, pourtant, vous avez bien eu un mari. Oui, mais à ce moment-là, j'avais confiance. Mais là, j'ai plus. Parce que je suis, en gros, devenu... Enfin, j'ai eu une rupture. Mon cerveau se souvient plus de comment j'étais avant la rupture. Alors qu'avant, j'étais peut-être à l'aise pour séduire, Donc en fait, en questionnant, je me rends compte qu'elle a peur dans un contexte de rencontre avec un homme. Et là, je lui demande ce qu'elle fait comme métier. Et elle me dit qu'elle est hôtesse d'accueil. Donc je lui dis, mais hôtesse d'accueil, vous rencontrez des gens quand même, des hommes aussi? Elle me dit oui. Donc, en fait, dans le questionnement, je lui ai fait dire, quand vous rencontrez un homme, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes hôtesse d'accueil? Ben, je lui fais un sourire. Okay, et ensuite, je lui demande comment il va, s'il a besoin de quelque chose. Puis après, je lui donne les informations, et puis je lui fais de l'humour. Ok? Super. Donc ça, c'est quand vous êtes hôtesse d'accueil. Quand vous vous retrouvez dans un bar avec un homme en face, qu'est-ce que vous faites? Ah bah, je suis mal, j'ose pas sourire, non, rien, d'accord. Alors je lui dis, ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez imaginer que vous êtes face à un homme dans un contexte d'hôtesse d'accueil. Donc mettez votre habit, votre truc, votre petite bande, tout va bien. L'homme arrive, il est pas mal. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, machin, alors elle me dit, ouais, je souris, machin, je questionne, je fais des 3 petites notes d'humour, là. Et je m'intéresse à lui, etc. Ok, super. Là, vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise dans ce contexte. Bah oui, parce que c'est professionnel. Il n'y a pas d'enjeu. Pas d'enjeu de est-ce que je vais plaire ou est-ce que je ne vais pas plaire. Ok? Donc je lui dis, ok, très bien, on va rester là-dedans, on va rester dans cette énergie-là. Et maintenant, vous allez juste changer le décor. Vous avez toujours votre tenue d'hôtesse d'accueil, mais vous êtes dans un bar, et la personne qui vous regarde et qui veut vous parler, c'est toujours la même, mais dans un contexte de soirée. Qu'est-ce que ça change pour vous? Elle me dit, je sais pas, je me sens plus à l'aise de lui sourire et de lui parler. Ok, on vire la tenue d'hôtesse d'accueil, et vous êtes en robe de soirée. Qu'est-ce que ça change pour vous? En fait, c'est toujours pareil, je peux lui sourire, lui parler, etc. Donc vous êtes assis à la table avec vos amis. Il y a cet homme qui vous regarde avec un sourire, qui veut vous aborder, ou vous vous dites que vous aimeriez l'aborder. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Soit je lui souris, réponds, machin, soit je vais au bar demander un verre, et puis je sais pas, je lui sors un truc. Et en fait, petit à petit, elle me raconte qu'elle peut se sentir très à l'aise. En fait, elle a fait un transfert de compétences, un transfert de capacité. Elle avait la croyance dans un domaine qu'elle peut être à l'aise avec les hommes, dans l'autre domaine, elle se raconte une autre histoire. C'est très schizophrénique comme histoire. Hein. Vous savez que les schizophrènes, ils peuvent être, quand ils sont dans un personnage, ne pas avoir d'allergie au lait, et quand ils sont dans un autre personnage, avoir de l'allergie au lait. Ça veut dire que ce qu'on se raconte sur nous-mêmes peut avoir un effet même sur notre physiologie. Donc, comment? Ou sur le lait. Voilà. Donc du coup, l'idée c'est, à partir du moment où je la fais reconnecter à cette confiance qui s'est cachée en elle, dans le contexte de la séduction, la confiance revient, pas à l'égard de la séduction, mais à l'égard de se sentir en confiance. Et du coup, ce filtre émotionnel, ce sentiment-là, filtre sa perception et filtre son interprétation de la situation, ou en tout cas, lui permet de le voir avec des lunettes roses plutôt qu'avec des lunettes noires. Et là, elle se dit, c'est génial, je peux faire quelque chose. Donc, je lui ai dit, vous allez repartir, vous allez faire des expériences, j'imagine que vous allez voir des soirées, certainement, des choses, et vous me renvoyerez un petit message pour me dire si vous revenez me voir ou pas. Si vous ne revenez pas me voir, c'est que j'en conclus que ça se passe bien. Si vous voulez me revoir, c'est que ça ne s'est pas bien passé.
Elle n'est jamais revenue me revoir. Envoyer un message en disant c'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui, en fait, on peut aller chercher la confiance à l'intérieur de soi et on peut se dire qu'il y a quelque part en nous quelque chose de Tennessee. Non, il y a quelque part en nous des ressources effectivement à soupçonner et l'idée c'est de faire confiance à cette dynamique supérieure avec laquelle on a bien du mal à être en contact. Donc ça demande aussi de l'entraînement, petit à petit de se laisser faire par ça. Là par exemple quand Paul il m'a demandé tout à l'heure est-ce que tu veux venir faire quelque chose, je peux vous garantir qu'il y a 10 ans, même pas 10 ans, peut-être 8 ans de ça, je me serais mis en PLS par terre en suffoquant. Et parce que j'aurais perdu mes moyens. Voilà. Même ne serait-ce que quand je suis rentré, que vous êtes tous retournés, parce qu'avant j'étais plutôt timide, introverti, enfin j'étais pas à l'aise. Quand je suis arrivé, qu'il a dit salut Guillaume, je suis resté dehors. Je lui ai renvoyé un message en disant ouais, à la pause tu viens me voir. Donc là, le fait de faire tout ça, c'est parce qu'avec le temps, j'ai acquis une certaine forme de confiance, peu importe les situations, peu importe ce que les gens peuvent penser, peu importe tout ça. Je ne me prends pas tôt de chou, je sais que je fais les choses du mieux que je peux, et puis que je suis en phase avec mes valeurs, donc je me sens à peu près à l'aise dans toutes les circonstances, presque toutes les circonstances. Je ne suis pas toujours le meilleur que ce que je voudrais dans toutes les circonstances, mais je me sens à l'aise. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de venir là, vous faire une présentation complètement sur le pouce, là, en mode, je ne sais pas ce que je vais dire, mais bon, ben voilà, je vous le sors. Alors, je ne vais pas vous dire la phrase habituelle qu'on entend beaucoup dans le développement personnel, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Parce que je suis quand même quelqu'un d'exceptionnel. Moi, j'ai presque envie de vous dire l'inverse de cette phrase. Si je ne peux pas le faire, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Ça, c'est intéressant, parce que souvent on dit « Ah, moi je peux le faire, toi aussi ». Donc les gens disent « Ah ouais, lui il y arrive. Ah, bah sûrement que moi aussi je pourrais avoir les capacités. Il n'en était pas capable avant, il en est capable maintenant. Ça veut dire que c'est possible. Si c'est possible pour lui, c'est possible pour moi. » C'est une chose intéressante comme levier de motivation. Ça aide des gens. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a des choses que je ne suis pas capable de faire, pour l'instant que je n'ai pas encore été capable de faire. Mais ça ne veut pas dire que vous ne serez pas capable de le faire. Hein, ça vu ? Ça donne envie. C'est comme les parents en éducation. Si je me positionne comme un parent qui réussit, qui a confiance en lui, qui maîtrise sa vie, bah l'enfant en face, il se retrouve face à quelqu'un qui est difficile à rejoindre. Et du coup, il va toujours avoir l'impression qu'il doit faire les choses pour prouver qu'il est à la hauteur d'eux. Donc moi, j'éduque ma fille en étant toujours en train de lui montrer tous les endroits où je suis pourri. Voilà, bah, tu vois là, tu fais tes devoirs. C'est dingue. Parce que moi, franchement, les devoirs... Et je lui dis tous les points sur lesquels j'ai ou des regrets, ou j'ai pas fait bien, ou j'ai pas réussi. Pourquoi je lui dis ça ? Parce que je sais que ça motive. Ça lui donne la possibilité elle-même de se dire « Ah ouais, d'accord, et moi, est-ce que j'ai envie de le faire ça ?» Lui, il n'a pas été capable, mais est-ce que moi, j'ai envie de le faire ? Et du coup, c'est une motivation intrinsèque. Ce n'est pas une motivation extrinsèque de correspondre au modèle. Parce que ça, c'est piégeux dans le domaine du développement personnel. Désolé, je dis des trucs qui ne sont pas bien de dire, mais c'est piégeux d'avoir des personnes qui se présentent comme étant des grandes réussites, comme des modèles de réussite, des mentors, etc., qui vous disent « Regardez-moi, j'ai fait, donc vous pouvez le faire ». Et dès que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le faire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ? C'est tout l'inverse. Donc, j'ai envie de vous dire, moi, il y a plein de trucs que je ne réussis pas, pour différentes raisons. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas, à un moment donné, les réussir et faire ce qui est vraiment important pour vous. On n'a pas tous la même destinée, on n'est pas tous prédestinés à la même chose. En tout cas, ce pourquoi vous êtes prédestinés fait que vous avez les compétences, le potentiel et les capacités à l'intérieur de vous pour le faire. Sauf que votre mental et votre ego va souvent vous raconter l'histoire que vous êtes une pauvre personne qui n'y arrivera pas. Donc n'écoutez pas cette histoire. Ou écoutez-la d'une oreille
Et dites-vous de l'autre côté, je te crois pas. Parce que je pense qu'au-delà, il y a quelque chose qui va m'aider à aller de là. Ça vous va? Ok, oui, merci. Merci.